Parti. Bonjour à tous. Merci beaucoup de prendre du temps et de répondre à notre invitation. Tout d'abord, bonne année à tous. Et merci de continuer, pour ceux qui nous connaissent déjà depuis un moment, de continuer de suivre nos actualités et toutes les informations, les analyses qu'on partage sur notre marché. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être entouré de deux personnes de chez Preto. Hélène Sung, qui est chez Preto depuis 4 ans maintenant, qui a été expert crédit et maintenant team leader et en charge de la formation, donc de l'expertise chez Preto, et qui avant a été agent immobilier. Et donc, ça sera l'occasion d'apporter un retour du terrain et au plus près des préoccupations de nos clients. Et Olivier Caro, qui est directeur de la stratégie et des opérations de chez Preto et qui travaille sur la partie un petit peu macro des analyses de notre marché. Alors, déjà, le thème de cette conférence de rentrée, c'est de se projeter sur une baisse de taux qui pourrait très bien arriver de manière assez nette en 2024 et de comprendre son impact sur les équilibres dans le marché. Et notamment, on va vous expliquer pourquoi on pense que cette baisse de taux va très probablement contenir la baisse des prix dès 2024. Une baisse de prix qui est légèrement engagée, qui s'accentue en ce moment dans les négociations qui sont en cours, qui va se poursuivre, mais qui pourrait être d'assez courte durée avec la perspective de baisse de taux dès 2024. Et on vous expliquera la manière avec laquelle on fait ce raisonnement. Quelques mots d'abord sur Preto et comment on a abordé cette année 2023 qui a été très très chahutée pour notre marché du crédit, enfin, de l'immobilier, du crédit et du courtage en particulier. Quelques mots pour vous dire comment on l'a abordé et qu'est-ce qu'on a mis en place pour nos clients. D'abord, on a travaillé sur une approche encore plus transparente en déployant des rendez-vous en visio avec partage d'écran et partage de nos outils experts directement avec le client pour donner une vision très très riche et directe aux consommateurs sur le marché du crédit. Ensuite, on a lancé une nouvelle application Preto Search, enrichie, améliorée, qui est notre agrégateur d'annonces immobilières qui aide notre audience à rechercher des biens immobiliers. Ensuite, on a mis en place des partenariats avec les 3 plus grands portails immobiliers, Se Loger, Bien Ici et Le Bon Coin. Et je crois qu'on est les seuls du marché à avoir en même temps un partenariat avec les 3 plus grandes plateformes. On a continué à renforcer notre pénétration auprès des banques en signant de nouveaux accords avec des banques partenaires. Ensuite, on a mis en place des pôles spécialisés par thématique, par cible client particulière, en particulier les professions médicales, les médecins et les chefs d'entreprise. Donc, on spécialise des experts crédits et on oriente spécifiquement des demandes sur ces équipes-là, ce qui permet de créer des pôles d'expertise, ce qui est possible quand on a l'échelle qu'on a. Et plus généralement, dans un marché qui était quand même assez morose avec à partir de mi-2022 et ça continuait sur le début de 2023, un secteur du courtage qui communiquait beaucoup sur les difficultés, les blocages de dossiers, les refus des banques et tout. Nous, on a toujours eu une approche orientée solution et accompagnement. Et donc, on a plutôt souhaité communiquer pour dédramatiser la situation et rassurer les acheteurs, les candidats à l'achat qui étaient quand même sur le marché. Deux exemples à ce titre-là. On a toujours continué à faire de la pédagogie. Et notamment, on a lancé sur la fin 2023 une masterclass créée par Philippe Mineur au sujet de la négociation avec des entretiens, 3 entretiens assez approfondis avec un négociateur du GIGN, un notaire parisien et une chasseuse immobilière pour approfondir le sujet de la négociation immobilière en partant du constat que la négociation, c'est hyper important, mais que monsieur tout le monde ou madame tout le monde
faisant un achat immobilier une, deux, trois fois dans sa vie n'est pas rompu à cet exercice-là du tout. Et donc, il y a des techniques. Et donc, on est rentré là-dedans. Et donc, ça dédramatise. Et ensuite, une autre illustration, on a lancé on a créé en interne le jeu achat perché qui est sur les tables et sur lequel vous avez déjà eu une petite communication. Où là, pareil, c'est pour s'amuser un petit peu du parcours d'achat immobilier qui est semé d'embûches et d'en faire un jeu. La conséquence de tout ça et d'autres choses, et aussi de notre positionnement global, c'est qu'on a connu une croissance de notre activité, modérée, mais une croissance tout de même, en 2023, alors que le marché il est à peu près en baisse de 50%, peut-être même pire pour le marché du courtage en crédit. Donc, c'est un bilan qui est très, très honorable sur cette année 2023. Un autre message nous concernant, et après, on passera au marché. On a créé maintenant, il y a 3 ans, le Data Lab, qui avait pour but de valoriser toute l'expertise et toute la donnée qu'on a en interne pour faire des analyses et apporter des éclairages pour la communauté immobilière en général, vous, journalistes spécialisés. Et donc, on continue de dérouler ça. Et précisément en 2023, on a continué de sortir des études. En janvier 2023, on avait anticipé et décrit comment l'accès au crédit allait se résorber progressivement sur l'année 2023. Et donc, on l'avait décrit précisément. En avril 2023, on avait évalué l'impact de la fin du calcul différentiel sur le marché de l'investissement locatif. Et en avril et mai, on avait aussi fait une étude sur les millennials et l'achat immobilier. Dans une période où la demande était très, très peu dynamique, on avait confirmé la volonté profonde, même des jeunes générations, à devenir propriétaires et à voir l'achat immobilier comme quelque chose de très important pour leur vie patrimoniale. Et en mai 2023, on avait fait une étude sur la rénovation énergétique qui avait été pas mal reprise. J'en ai fini pour parler de Préto et maintenant on va parler du marché. Bilan 2023. Alors ça, c'est une illustration qui est générée par intelligence artificielle. C'est la fonctionnalité DALL-E de ChatGPT qui permet de générer des illustrations en donnant quelques mots qu'on a créés nous-mêmes sur ce qu'on pense de 2023 et ça nous a sorti ça. Chacun peut se faire son idée pour voir si c'est parlant. C'est payant, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 2023 ? C'est toi ça ou c'est moi ? Allez, je vais faire celle-ci, après je te passe la parole. Donc, les taux ont continué de progresser sur toute l'année 2023. Vous voyez la courbe en bas qui, partant du point bas de mi-2022, n'a cessé d'augmenter hyper fortement. Donc, on a dépassé les 4%. On a atteint un peu moins de 4,5% en moyenne sur 2023. Donc, très, très forte hausse qui poursuivait la tendance de la fin 2022. Et dans le même temps, une baisse assez marquée du nombre de transactions. On va être sous les 900 000 transactions en 2023. Et ce qui va être intéressant, c'est de savoir ce qu'on va se dire sur 2024. Je vais faire celle-ci aussi. Ce qui est très intéressant, c'est de comparer ce qui s'est passé sur le front des transactions immobilières à ce qui s'est passé sur le front de la production de crédit. On a une baisse des transactions immobilières de l'ordre de 20%, passant de 1,1 million à 900 000 ou peut-être un petit peu moins. Donc, c'est une baisse qui est très marquée. 20%, c'est beaucoup. Et 900 000, c'est à peu près le niveau des transactions qu'il y avait en 2016.
Mais ce qui est encore plus marquant sur l'année, c'est que la production de crédit, dans le même temps, elle a baissé beaucoup plus fortement que ça, moins 40%, est passé de 218 milliards à 132 milliards pour ce qui est de la production de crédit hors renégociation, qui est la production qui permet d'analyser les transactions. Et donc, pourquoi cet écart entre la production de crédit et les transactions? En fait, c'est que les budgets d'achat ont été fortement restreints par la hausse des taux. Et donc, on a d'une part des transactions qui se sont faites avec des niveaux d'apport supérieurs. Avant la hausse des taux, des ménages, même qui avaient la possibilité de mettre plus d'apport, arbitraient dans le sens de mettre moins d'apport puisque les taux étaient très bas et c'était plus intéressant. Là, ces mêmes ménages qui ont la possibilité de mettre plus d'apport ont continué de finaliser leur projet avec plus d'apport. Mais surtout, il y a eu aussi beaucoup plus d'achats en cash en 2023 que habituellement. Et on évalue à peu près à 100 000 achats en cash supplémentaires par rapport au rythme des achats cash annuels dans un marché qui n'a pas cette... on l'évalue par un modèle interne. Non. Alors, en fait, l'évolution des prix, on a des données. La production de crédit et le crédit moyen, on peut l'évaluer avec les chiffres à la fois de la CPR et de la Banque de France. Et donc, quand on fait des hypothèses sur les niveaux d'apport pour les achats qui se font avec un crédit, on peut en déduire une estimation. L'écart qui manque en fait entre la production de crédit qui n'est pas là et les transactions qui, pour le coup, se font encore à un niveau assez élevé de 900 000, ça nous donne une estimation de ces nouvelles opérations en cash qui ont été faites. Alors, on évalue à peu près en régime de croisière à 100 000 achats en cash sur le marché, et là, on serait passé à 200 000. Et c'est corroboré par le retour qu'on a de professionnels de l'immobilier qui explique qu'il y a une recrudescence des achats en cash, ce qui consomme pas mal d'épargne et ça a des conséquences sur l'allocation des placements de ces ménages qui, pour le coup, ont des capacités financières importantes, mais qui, quand ils font ces investissements immobiliers en cash, ils ne mettent pas ailleurs l'argent. Donc, ça a pas mal d'impact. Non, non, non. Donc ça, c'est important. Du coup, on peut aussi en apporter la remarque suivante, c'est que un, un- un marché du crédit qui se restreint, des achats en cash et des niveaux d'apport qui augmentent, c'est un marché de la transaction immobilière qui est beaucoup plus inégalitaire que quand le crédit est beaucoup plus accessible. Euh, et ça c'est quelque chose qui caractérise vraiment la situation actuelle, avec, encore une fois, une baisse des nombres de transactions qui est pas si énorme que ça, mais par contre, des gens qui n'ont pas d'apport supplémentaire eux-mêmes ou la capacité à solliciter la famille pour de l'apport supplémentaire, eux, ils sont empêchés en 2023 d'accéder à la propriété. Je ne peux pas vous dire si c'est un pic historique. En tout cas, avec le raisonnement qu'on a sur les 5-7 dernières années, oui, on pense que c'est historique. Non, on n'a pas de chiffres sur les... Alors, on n'a pas de chiffres précis sur quel est l'impact des donations précisément sur l'augmentation des apports. Par contre,
au quotidien, nous, on sait que c'est ça qui joue. Il y a une partie des Français qui ont de l'apport disponible eux-mêmes. Et c'est ce que je disais, dans un monde avec des taux à 1%, ces mêmes ménages décidaient de ne pas consommer tout leur apport disponible pour leur achat immobilier. Mais là, en 2023, il y a une part significative, mais je ne sais pas vous dire combien, de l'apport supplémentaire qui vient de la donation familiale. C'est ce qui rend ce marché plus inégalitaire maintenant qu'il était auparavant. Je te passe la parole, Olivier. Bonjour à tous. Donc, face à ce tableau finalement assez noir que Pierre vient de dresser, les professionnels, les emprunteurs ont assez vite tiré la sonnette d'alarme auprès des pouvoirs publics. Et donc, ce qu'on a observé pendant l'année 2023, ça a été une succession d'initiatives des pouvoirs publics, mais dont, dans l'ensemble, on estime que l'impact a été assez limité. Il y en a eu de deux types. Il y a eu les ajustements sur le taux d'usure et il y a eu les ajustements liés aux normes HCSF. Sur le taux d'usure, on a fait quelque chose d'assez simple, en fait, c'est qu'on a repris exactement la page qu'on vous avait partagée pour ceux qui étaient là l'an dernier à la même époque, qui était au moment où la mensualisation du taux d'usure venait d'être décidée, et où ce qu'on avait défini, ce qu'on avait estimé, c'est que l'impact, ce serait surtout de la fluidification, dans le sens où on n'aurait plus eu des hausses de taux très fortes au début de chaque trimestre, mais plutôt chaque mois des ajustements. Donc, ce qui correspond à la courbe orange, avec des petites courbes chaque mois qui augmentent, et le taux d'usure qui est ici en noir, qui est augmenté en escalier progressivement. Donc, à l'époque, on pensait que ça allait durer uniquement jusqu'à l'été. Finalement, ça a été prolongé jusqu'à la fin de l'année. Et c'est exactement ce qu'on a observé. Donc, quand on voit aussi ici les prévisions de taux d'usure qu'on avait pour la fin de l'année, c'était un taux autour, vous voyez bien, donc entre 5 et 7%, autour de 6%, ce qui est exactement le taux actuel. Et de la même manière, la courbe de taux pratiqué qui est en rouge, qui frôle ici les 5%. À noter que c'est un taux qui est ici un taux effectif, pas un taux nominal, donc incluant l'assurance, puisque c'est celui-ci qui est comparé au taux d'usure. Et donc un taux effectif de l'ordre de 5%, ça correspond à un taux nominal entre 4 et 4,5%, ce qui est les taux qu'on constate actuellement. Donc globalement, ça a quand même eu un effet bénéfique. Ça a, on va dire, dégrippé un peu le marché, mais ça n'a pas massivement resolvabilisé des emprunteurs. Ça a été pour la première partie de l'année et globalement, l'effet, il a surtout eu lieu au premier semestre parce qu'ensuite, les banques ont reconstitué leur marge de profitabilité et se sont remises à prêter un peu plus massivement. Sur la deuxième partie de l'année, les initiatives qu'il y a eu de la part des pouvoirs publics, ça a été plutôt du côté du HCSF, donc le Conseil en charge de la stabilité financière, qui est donc sur la page d'après, où il y a eu des décisions qui ont été prises lors de la réunion de juin et lors de la réunion de décembre, où à chaque fois, finalement, ça a été assez déceptif, notamment les quelques jours avant les réunions, il y avait eu pas mal de bruit qui courait sur des ajustements plus forts qui auraient pu être imaginés. Finalement, ça a surtout été des ajustements techniques. Il y a eu notamment, donc, comme vous le savez, les banques peuvent déroger à hauteur de 20% à la limite des 35% de taux d'endettement maximal. Donc, sur 20% des dossiers, elles peuvent dépasser ce taux-là. Ce qu'on leur a permis de faire, c'est pour s'assurer qu'elles utilisaient pleinement cette marge dérogatoire, de lisser l'observation de ce taux de 20% sur plusieurs trimestres, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait que 14% de cette marge qui était utilisée. Donc ça a eu un impact limité, mais existant. Et il y a eu quelques points d'ajustement technique sur, on va dire, des sous-catégories de dossiers. Par exemple, l'exclusion du prêt-relais du calcul de l'endettement. Donc ça, évidemment, on voit bien que ce n'est pas ce qui va avoir un impact sur la solvabilisation des primo-accédants, par exemple. Et puis, une idée aussi qui part d'une très bonne intention, évidemment, qui est de favoriser la rénovation énergétique, qui était d'allonger la durée des crédits dès qu'il y avait 10% de travaux qui étaient dans le montant financé. Et ça a été décidé qu'en décembre. Donc, on est encore en train d'observer les effets. Mais nous, les estimations qu'on avait faites, c'était quelques pourcentages de dossiers uniquement que ça permettait de resolvabiliser. À noter que cette Ouais, c'était un différé de 2 ans exactement pour les dossiers avec travaux. Oui, exactement. Et ça, nous, on avait poussé plutôt une autre manière de le voir. On avait déjà en tête, et on en avait parlé l'an dernier avec vous, d'utiliser le crédit comme levier pour favoriser la rénovation énergétique. Et une des pistes qu'on avait, c'était justement d'autoriser à dépasser cette norme de 35%
pour les travaux de rénovation énergétique, enfin pour les biens vertueux d'un point de vue énergétique ou pour financer des travaux de rénovation, dans la mesure où en plus ça permet des économies et c'est d'autant plus compréhensible d'un point de vue, on va dire, stabilité financière et capacité de remboursement, d'autoriser un dépassement quand derrière on va faire des économies sur sa facture de chauffage. Donc c'est des choses qui vont dans la bonne direction, d'utiliser le crédit comme arme, on va dire, comme arme de politique publique pour favoriser la rénovation. Mais aujourd'hui, on en est encore à ses balbutiements. Et globalement, ce qu'on a pu regretter tout au long de l'année, c'est qu'il n'y a pas eu d'assouplissement majeur sur cette règle des 35%, qui avait été pourtant mise en place à un moment où les taux étaient extrêmement bas et en réponse, d'ailleurs, dans la manière dont c'était communiqué à cette ère de taux bas. Et il n'y a pas eu non plus d'allongement un peu plus généralisé de la durée d'emprunt. Donc globalement, sur les actions des pouvoirs publics en 2023, on estime que ça a plutôt été limité et ça a été de la bonne volonté, mais peu d'actes majeurs. Ouais, alors il y a clairement eu un impact, et ça on l'a vu concrètement sur des dossiers avec des jeunes primo-accédants qui arrivent et qui ont une donation des parents qui permet de faire le dossier. Et autre point aussi sur la Banque de France qu'on pointe souvent, c'est qu'il y a un vrai délai d'observation, ce qui fait que finalement aujourd'hui on a des chiffres qui correspondent à la réalité du marché telle qu'elle était, on va dire, sur le troisième trimestre 2023. Et donc on a encore beaucoup de choses à observer. Mais tout à fait, hein, ça on l'a observé. Ouais, merci pour la question d'ailleurs, parce que je reviens là-dessus. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la Banque de France, j'ai étudié précisément l'étude dans laquelle ceci est établi, parle de la part des primo-accédants dans la production de crédit. Or, on voit que la production de crédit, elle est beaucoup plus affaiblie que la part des transactions. Donc, effectivement, c'est vrai, enfin, c'est les chiffres officiels. Donc, la part des primo-accédants, elle est constante dans la production de crédit, mais la production de crédit, elle baisse de 40%, là où les transactions, ça ne baisse que de 20%. Donc, c'est un petit peu, on pourrait gagner en honnêteté pour décrire le phénomène qui se passe sur le marché en parlant de la part des primo-accédants dans les transactions immobilières, parce que ce qui intéresse les Français, je pense, c'est de savoir si les primo-accédants accèdent à l'achat. Et là, pour le coup, si on répliquait indubitablement la part des primo-accédants dans les transactions immobilières, celle-ci, elle s'est fortement affaiblie. Pour finir peut-être par un petit bilan de l'année 2023, avec un peu le profil de l'emprunteur type. Globalement, donc on a mis aussi l'historique de 2021 et 2022. L'âge moyen, le revenu moyen, tel qu'on le constate, nous, dans les dossiers qu'on a financés, il a assez peu évolué. En revanche, ce qu'on a vu assez sensiblement exploser, c'est deux choses. Comme on le disait justement, l'apport moyen. Et donc, évidemment, on se doute bien que quand on voit ces niveaux d'apport à 33 ans, il y a souvent eu aussi un coup de pouce familial, comme le mentionnait Pierre. Et donc, autre chose aussi, évidemment, pour se resolvabiliser, une hausse assez forte de la durée moyenne d'emprunt. On était à 261 mois en 2021, donc de l'ordre de 26-27 ans, et on est maintenant à 274, donc plus proche de 28-29. Et donc on voit qu'on touche un peu au maximum de ce qu'il est possible dans l'état actuel des taux et dans l'état actuel des salaires de solvabilisation de l'ensemble de la population. Et la question maintenant sur laquelle on va essayer de se projeter, c'est en 2024, quels vont être les nouveaux éléments qui vont potentiellement nous amener vers un nouvel équilibre. Du coup, 2024, qu'est-ce qui va se passer? Là, on voit poindre des rabais sur les prix et peut-être à l'horizon une reprise. Donc, on va essayer de décrire tout ça. Si tu peux. Ouais, donc si on repose un peu les éléments du contexte macroéconomique que vous avez bien en tête tous, on voit un vrai reflux de l'inflation ces derniers mois. Et ça va évidemment être clé pour le contexte macroéconomique et pour les différents taux de marché qu'on va pouvoir observer, avec, comme vous le savez, donc une cible fixée par la BCE à 2%.
et une inflation qui s'en rapproche doucement, mais quand même progressivement. Encore ces derniers jours, Christine Lagarde a confirmé que, en tout cas, le cycle de hausse des taux était bien derrière nous. Et même si les différents membres de la BCE essayent de temporiser un peu pour que les marchés ne se disent pas tout de suite que la baisse des taux est en train de venir, le scénario privilégié par la majorité des acteurs de marché et celui qu'on anticipe aussi pour l'année 2023, c'est une baisse des taux directeurs. Et la question, c'est comment derrière, elle va se translater dans les taux de marché qu'on observe. Donc, cette baisse de l'inflation, si on passe sur la slide d'après, merci, on voit déjà les effets sur les principaux taux de marché qu'on observe. Donc, il y a évidemment le taux directeur de la BCE, le taux d'intérêt moyen immobilier et l'OAT 10 ans. Alors, il y a beaucoup de verts, donc je vais peut-être vous montrer exactement les courbes. Donc, on a ici le taux directeur qui s'est stabilisé depuis quelques mois et dont les professionnels estiment qu'il devrait baisser à partir de la mi-année, voire même peut-être dès le printemps. Derrière, on a l'OAT, le vert le plus foncé, qui, en anticipation justement de cette baisse probable des taux directeurs, s'est mise à chuter dès le mois de novembre globalement et qui est assez solidement en dessous de 3% désormais, même s'il y a eu une petite hausse ces dernières semaines. Et ensuite, les taux d'intérêt immobiliers qui, eux, tels qu'on l'observe, sont plutôt en train de se stabiliser entre 4 et 4,5%, mais dont on anticipe déjà des premières baisses potentielles. Et donc, notre vision pour 2024, c'est une baisse des taux de l'ordre de 1 à 1,5 points, qui devrait être majoritairement concentrée sur la deuxième partie de l'année, mais qui va commencer quand même à être assez significative en termes de niveau de capacité d'emprunt des ménages. Et donc, c'est quelque chose qui est une bonne nouvelle pour le marché et pour les emprunteurs. Et notre objectif, c'est de vous décrire ce nouvel équilibre. Du coup, sur les taux immobiliers, en fait, on voit déjà des baisses. C'est encore léger, mais il y a des baisses. Donc, c'est réel et tangible. Et ça explique déjà un petit frémissement de la demande aussi. Sur les toutes dernières semaines, tout derniers jours, on peut avoir un discours auprès d'acheteurs qui étaient un peu attentistes en réflexion autour de finalement votre budget, il peut être renforcé un petit peu avec 0,2, 0,3, 0,4 de moins sur le taux comparé à ce qu'on pouvait avoir il y a quelques mois. Et donc, ça fait que tel bien, en fait, je peux l'acheter. Et donc, on commence à voir un équilibre se recréer. Donc, c'est une bonne chose. Et donc, ce mouvement est enclenché. Maintenant, on va décrire un peu le cœur du message d'aujourd'hui, qui est comment on se dirige, selon nous, vers un nouvel équilibre en 2024 entre la capacité d'achat des ménages et les prix et donc le prix de vente. Pour rappel, et là on prend l'exemple chiffré pour un couple qui gagne 3 000 € net par mois, avec des taux qui passent grosso modo de 1 à 4,5, la capacité d'achat baisse de 30%. Et donc pour fixer les idées, c'est un passage d'un achat à 265 à un achat à 185. Donc c'est énorme, 30%. Et c'est ce qui, évidemment, le temps que les prix corrigent, explique que le marché se grippe, puisqu'il n'y a pas de rencontre entre les acheteurs et les vendeurs, où il y en a beaucoup moins. Et on va voir comment, finalement, plusieurs effets font que cet écart, il se résorbe. C'est un marché qui s'ajuste, et on va essayer de comprendre quels sont ces éléments, quels sont ces effets, et un peu précisément, qu'est-ce que ça peut donner dès 2024. Déjà, la capacité d'emprunt, même à des taux qui restent élevés, elle progresse avec la hausse des salaires. Puisque si mon salaire augmente, je peux toujours prétendre à une mensualité qui est égale à 35% de mon revenu. Donc, si les salaires augmentent, alors la capacité d'emprunt augmente. Et
nous, on se projette sur finalement un cycle d'à peu près 2 ans entre le début de la hausse de taux de la deuxième partie de 2022 et la première partie de 2024, ça va faire 2 ans. Et donc, avec 5% de hausse de salaire par an, 4 à 5%, c'est à peu près ce qu'on a ces 2 dernières années. Alors, sur ces 2 ans, la hausse de salaire, c'est un petit 10%. Et 10% en regard d'un écart de 30. Donc, on peut considérer qu'il y a un tiers de cet écart de budget qui est grignoté sur 2 ans par la hausse des salaires. Ensuite, on considère qu'il y a la baisse des taux. C'est notre hypothèse sur 2024. Il y a une baisse des taux qui va arriver entre 1 et 1,5 points qui va aussi venir amplifier le budget d'achat des ménages de manière assez significative aussi et qui va porter finalement de 185, si on inclut le bloc hausse de salaire et le bloc hausse de taux, qui va le porter à entre 230 et 240, si on prend cet exemple-là. On pourrait. En tout cas, c'est les anticipations des marchés qui tarifient des futurs, des options, certains prix d'obligations et tout, anticipent là-dessus. Du coup, face à un prix de départ, on peut se dire, rééquilibrage du marché de 265, pour que le côté vendeur et acheteur, d'une certaine manière, se rejoignent, il suffit d'une baisse de 10 à 13%. Sachant que dans une zone tendue, les achats peuvent aussi se faire sans cette baisse, avec plus d'apports, avec la solidarité familiale. Donc on considère que 10 à 13%, avec ce raisonnement de solvabilité des ménages, c'est le maximum de la baisse qui puisse arriver. Et ensuite, pourquoi on se dit que 2024 pourrait être finalement le rééquilibrage? Donc on pourrait matérialiser une baisse de l'ordre de 10%, mais ne pas aller plus loin que ça. C'est que on voit déjà des villes où des mouvements de baisse sont enclenchés. Il y a des villes comme Nantes, par exemple, où de bout en bout, c'est à peu près 8% de baisse. On se dit que 2024 peut marquer en fait la fin d'un cycle baissier assez net. Dans certains endroits, ça peut être justement -8, -9, -10. Mais avec cette baisse de taux et ces hausses de salaire, ça pourrait ne pas aller plus loin. Et c'est dans ce contexte qu'on se projette. Et on reviendra peut-être par la suite sur des questions, parce que je pense qu'il y en aura. Et maintenant, je vais donner la parole à Hélène pour regarder ce sujet de la formation des prix et l'équilibrage entre l'offre et la demande, mais sur des exemples concrets et sur la situation précise des candidats à l'achat actuellement. Du coup, vous l'aurez compris, il y a de belles opportunités pour nos emprunteurs. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que 20% des offres qui sont faites au prix. Et les annonces restent en moyenne 66 jours sur les portails, alors qu'il y a quelques années, on était plutôt sur une tendance de 30 jours en moyenne, voire 15 jours pour les marchés tendus à Paris et en région parisienne. Nous qui sommes en contact avec des dizaines de clients en recherche chaque jour, on va les armer à profiter de cette fenêtre de tir pour aller justement négocier les prix des biens auxquels ils aspirent. Et les conseils qu'on va donner, ça va être de faire une offre qui est quand même en dessous du prix, 10 à 15%. Même si voilà, elle n'est pas tout de suite acceptée, ça va déjà ouvrir une première discussion. On va justement voir un exemple très concret sur la slide suivante d'un couple qu'on aurait coaché. Ces clients, on les a souvent au début du process. Donc, on va étudier leurs documents très rapidement suite au premier rendez-vous qu'on a pour justement leur délivrer cette attestation de finançabilité pour rendre leur
leur dossier le plus attractif possible face à des vendeurs qui sont aujourd'hui inquiets de ne pas pouvoir vendre leurs biens rapidement, surtout pour des vendeurs qui sont dans des situations particulières comme un divorce, une mutation qui urge leur vente. Aujourd'hui, on envisage aussi des passoires thermiques puisque les vendeurs sont conscients que lorsqu'on a un DPE F ou G et un bien très énergivore, ça va impacter forcément le prix de leur bien et la valeur puisqu'il y a des travaux à faire. Et ça, c'est une arme puissante pour nos acheteurs pour négocier un peu plus. Et enfin, le neuf, qui permet d'avoir souvent des frais de notaire offerts, qui permettent de dégager un petit peu plus de capacité d'emprunt. Mais on a aussi aujourd'hui des promoteurs qui ont beaucoup de queue de l'eau, qui vont faire des efforts, des gestes commerciaux et qui vont baisser les prix aussi. Donc, il y a aussi des affaires à faire dessus. Préto aussi, pour les dossiers les plus solides, va permettre à nos acheteurs de faire des offres sans conditions suspensives. C'est un atout majeur, pareil pour un vendeur qui est pressé de vendre, de confier du coup sa vente à un acheteur qui n'exige pas de conditions suspensives. Oui. Il y a de plus en plus de banques qui vont demander même en fait que des travaux soient à prévoir. Exactement, en passant notamment par l'éco-PTZ. Il faut carrément arriver avec un dossier assez solide. Et donc, du coup, pour revenir aux conditions suspensives, voilà, on peut négocier jusqu'à 10 à 15% aussi sur ces biens-là. Donc là, on a pris un cas très concret d'un jeune couple de 29 ans avec des revenus de 46 000 euros net à deux. Donc, un dossier classique. On les a suivis depuis le début. Donc, ils sont arrivés chez Préto le 10 octobre et on a établi leur capacité d'emprunt à 230 000 euros. On voit d'ailleurs l'attestation de financement juste à droite qu'on fournit pour assurer ces vendeurs. Le 8 novembre, ils ont fait une offre à 200 000 euros pour un bien qui était affiché à 230, justement en estimant à peu près 30 000 euros de travaux. Ça a été refusé par le propriétaire. Et justement, on a refait un point avec ce client en les coachant et en leur disant d'élargir un petit peu plus leur budget, monter justement à peu près 10% en plus de ce qui était leur capacité d'emprunt maximum initiale. Et il s'avère que début décembre, ils ont trouvé un bien qui était affiché à 250 000 euros sur Nancy. Ils ont fait une offre à 230 000, donc soit une négo de 8%, qui a été acceptée par le vendeur qui devait vendre. Vous parliez tout à l'heure de donation pour ce dossier. Justement, c'est 30 000 euros d'apport, donc 14 000 euros d'épargne à eux et 20 000 euros de donation par les parents. Pour ce dossier, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a eu un accord de taux de 4% et que justement en octobre-novembre, lorsqu'on lui faisait sa capacité d'emprunt, on visait plutôt 4,3, 4,5. Donc là, notre couple a gagné non seulement sur le prix du bien, mais aussi sur le coût d'intérêt du crédit. Merci beaucoup. Donc, ça fait le lien avec ce qu'on dit au niveau macro, où effectivement, le mouvement de baisse de prix, il est à l'œuvre et c'est en ce moment que se négocient les biens à ce genre de niveau de décote, qu'on ne voit pas encore dans les chiffres de finalisation des notaires, hein, où dans de nombreuses régions, les baisses de prix affichées, c'est plutôt plus bas, plus petit, hein, quelques pourcents que ces 8%. Donc, on considère que ça va se voir, cette ampleur de baisse de prix, et que en même temps, dans le courant de l'année, la baisse des taux va faire que cette baisse de prix, on pense, ça va être contenue à des niveaux qui vont pas tellement dépasser 10%.
On n'a pas regardé très très précisément pour le segment des passoires thermiques, mais plus généralement, le temps joue pour le fait que les vendeurs acceptent les décotes. Donc c'est vrai pour les passoires thermiques, mais c'est vrai pour tous les biens. Des vendeurs qui ont des biens en vente, ils peuvent résister pendant un moment, mais à un moment, ça craque. Donc voilà. Mais sur les passoires thermiques aussi, mais pas que. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde les équilibres entre l'offre de crédit et la demande de crédit, si on se refait toute l'histoire, avant mi-2022, un marché complètement fonctionnel, donc en vert sur l'offre et en vert sur la demande. Les budgets ne sont pas contraints. Deuxième partie de 2022, on a l'offre qui se resserre parce que le taux d'usure ne s'ajuste pas assez vite à la hausse des coûts de refinancement des banques. Et donc, les banques qui ferment le robinet, alors qu'on est encore à des taux relativement bas. Hein, quand on les regarde maintenant, c'était des taux qui étaient en dessous de 2%. Et donc, une demande qui était très dynamique. 2023, le prolongement de ça avec premier semestre, encore des problèmes d'offres bancaires et pour le coup, des taux qui augmentent et une demande qui se ralentit. Deuxième partie de 2023, l'offre qui revient avec, pour illustration, quelques banques nationales qui avaient complètement arrêté, qui reviennent progressivement à partir de l'automne, mais pas complètement. Et pour le coup, la demande acheteur sur le deuxième semestre 2023, là, on pense que c'est le point bas. 2024, là, ce qui est très très clair au moment où on se parle, c'est que l'offre est totalement revenue. Toutes les banques ont un niveau de marge OK pour produire du crédit et elles sont toutes sur le marché, toutes actives pour aller chercher des clients. Et en particulier les banques qui avaient complètement arrêté, là elles sont très dynamiques, voire elles animent le marché. Et la demande, on le voit, on a un frémissement, mais on pense que ça va être encore sur le premier semestre un peu compliqué, puisqu'il n'y a pas l'ajustement des budgets et des prix. Et toute la question, c'est la deuxième partie de 2024, où là, on pense qu'on peut être à un nouvel équilibre avec les effets qu'on a donnés sur les budgets et la baisse de taux qui vient resolvabiliser. Oui, oui. Oui, les banques proposent des lignes de crédit complémentaires en complément des prêts à taux zéro sur certains. C'est un très bon signe, ça montre qu'elles ont envie de produire. Ouais. Je ne peux pas exactement vous dire. Est-ce que toi, tu sais? Oui, ça va plutôt cibler les jeunes primo-accédants, ces prêts bonifiés. C'est plutôt le profil qu'ils recherchent. Oui, exactement. Ça continue à justement encourager, même si le PTZ n'est plus pour les maisons individuelles bientôt. Après, c'est un signal, mais les montants sont quand même assez limités. Donc, ça n'arrive pas à compenser autant la disparition d'un PTZ. Hein. Ouais, pour partie, ouais. Ouais. Alors, il y a deux. Alors, les banques, c'est un petit peu tout, mais je vais préciser. Il y a purement numériquement déjà des baisses de taux de 0,2, 0,3, on l'a vu sur l'exemple qu'a donné Hélène, où là, c'est passé de à peu près 4,3 à 4 pour ce dossier en particulier. Donc ça génère de la capacité d'emprunt supplémentaire directement. Hein. C'est assez modéré, mais c'est quelques pourcents, donc voilà. Il y a aussi, je pense, un effet de psychologie des acheteurs.
On se satisfait du fait que dans la presse, depuis peut-être maintenant 1 à 2 mois, on voit un peu plus de signaux positifs sur le fait que l'accès au crédit est là. Je pense que c'est nous, courtiers, qui avons communiqué sur le fait que toutes les banques prêtaient. Et ça, du coup, ça améliore la psychologie des acheteurs. Donc c'est ça qui fait un petit peu de frémissement. Et on pense que le gros de l'amélioration de la demande va venir de la réelle baisse de taux, dans notre hypothèse de 1 à 1,5% sur toute l'année. Quand ça va être vraiment concret, quand on commence à avoir des écarts de 0,5 par exemple, voilà, 1 point, c'est 10% de capacité d'emprunt, donc 0,5, c'est 5%, c'est pas rien. Oui. Alors, je pense que alors, déjà, dans le marché immobilier français et celui qu'on connaît en particulier, nous, très résidence principale, loger sa famille et tout, plus qu'il ne résonne sur les prix, nous, on considère que il est déterminé par la capacité d'achat des gens. Y a pas, les gens ne se disent pas tellement je pense que ça, c'est le bon prix ou c'est pas le bon prix. Ils veulent devenir propriétaires de manière générale et ça passe ou ça passe pas. Et c'est sur ce raisonnement que nous, on s'appuie. Donc, et nous, en tant que professionnels du crédit, on est capable de dire, avec les mouvements de taux, alors la capacité d'achat de telles caractéristiques d'acheteurs évolue de telle manière. Donc, finalement, le fait que ça soit du réel ou du nominal, nous, on ne le considère pas dans ce raisonnement-là. Quand les taux vont baisser de 1 point, ils peuvent acheter en euros, même si il est modulé par l'inflation d'une manière profonde, ils peuvent acheter en euros 10% de plus. Et donc ça vient résoudre une partie du problème du budget. Et c'est comme ça qu'on raisonne. Et ce qu'on dit, c'est que la baisse, elle va se voir plus en 2024 qu'en 2023, mais qu'elle ne va pas aller au-delà de 10%. Et elle pourrait même être moins dans des zones tendues, hein, puisque dans des zones tendues, si les gens... il y a aussi l'offre et la demande qui jouent quand même. Hein, et donc, dans une zone tendue, c'est ce qu'on voit dans pas mal de situations. Si le bien est désirable et que même si les budgets d'emprunt sont abaissés, les gens ils vont chercher l'épargne chez eux, chez la famille, pour acheter le bien. Donc ça, c'est à, on va dire, à tension du marché constante. On dit juste que ça ira pas au-delà de 10%. Non, c'est tout compris. Tout compris. Sur 2 ans, ouais. Ah non, 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 non. Ouais. Non, ça, j'y crois pas. Non, non, j'y crois pas. Alors, le timing, effectivement, il est incertain. Ce qu'on décrit juste comme phénomène, c'est une baisse de taux qui fait consensus de 1 point, c'est-à-dire significative dans le futur assez proche, implique un rééquilibrage du marché et donc un arrêt de la baisse des prix. C'est ça qu'on dit. Est-ce que ça sera sur le second semestre 2024, comme nous on pense,
parce qu'on s'appuie sur le consensus, hein, ou plus tard. Ça dépend aussi de chocs qui peuvent être complètement externes, hein. Ça, c'est évidemment. Rappelons-nous que l'inflation, elle a démarré avec plein de choses, mais notamment la guerre en Ukraine, on n'en sait rien. Mais avec les éléments qu'on a et la connaissance des mécanismes, nous, c'est ce qu'on dit. Évidemment, s'il y a des chocs dont on n'a pas connaissance maintenant, tout ça est remis en cause, évidemment. Pour ce qui est du pouvoir d'achat des gens, évidemment. Évidemment. Mais en tout cas, en immobilier, vu que là, on est dans une tendance baissière, la hausse des salaires, elle va plutôt dans le bon sens. Elle vient résoudre l'écart entre l'offre et la demande immobilière. Oui, c'est sur 2 ans, tout à fait. Non, c'est depuis quand le point de départ, c'est avant la hausse des taux, donc fin 2022 ou mi-2022 à mi-2024 ou fin 2024. Mi-fin 2022 à mi-fin 2024. Voilà, sur 2 ans. Donc oui, je pense que les théories qui considèrent que le sujet de l'accès au logement, la résolution de ce sujet-là passe par une baisse de prix, vous rapportiez des chiffres énormes, hein, de moins 30%. Je pense que c'est une vue de l'esprit. On est dans un marché qui a un déficit de logement structurel. La part, finalement, en tenant compte des hausses de salaire, la part des revenus alloués au logement, elle n'est pas en explosion tant qu'on veut bien le dire, hein. Et donc, il y a une résilience des prix, je pense, qui est assez forte dans le marché français. Autre point, le marché, il n'est pas spéculatif. Même avec les taux bas, il n'y avait pas de spéculation. C'est-à-dire, les gens, ils achetaient pour leur résidence principale. Les gens, ils consentaient à des prix élevés, à Paris notamment, quand les taux étaient très bas, parce qu'ils pouvaient se le permettre, mais pas dans une optique d'achat-revente du tout. Donc, se dire que les prix peuvent s'effondrer ou vraiment craquer dans un marché qui n'est pas drivé par de la spéculation, je pense que c'est une vue d'esprit. Alors, ça ne dit pas que ça va être 5% par an tout le temps, hein, mais je crois que sur les 2 dernières années, il y a eu 5% l'année dernière, c'est sûr. Pour cette année, c'est peut-être un petit peu moins. Après, vu que c'est composé, 4% par an, et il y a eu 5% l'année dernière, je crois. Si on fait 5 et 3,5 en composé, vu que c'est des pourcentages, on tombe sur 10 de bout en bout. Ah bah là les villes qui résistent à la baisse des prix, ça veut dire que on va dire la physionomie du tissu d'acheteurs, c'est des gens qui ont des capacités de compenser par l'apport. Et donc là, ça va changer beaucoup moins les choses. C'est des situations où c'est beaucoup plus immunisé face à la variation des taux. Et donc, ça peut provoquer des hausses de prix. Mais là, pour le coup, je m'aventure moins parce que, pour le coup, des hausses de prix, dans des situations où, pour le coup, on constate qu'on n'a pas vu de contraintes liées au budget d'achat en raison de la hausse des taux, de la baisse de la hausse des taux, pardon. Ça ne veut pas dire à l'inverse que la baisse des taux va faire de la hausse. Là, c'est plutôt de la tension du marché, l'offre et la demande, plutôt des choses très, très immobilières. Le raisonnement, il s'applique vraiment bien là où justement, on voit que le marché freine et nous, on sait expliquer pourquoi ce freinage lié au budget d'emprunt disparaît. On a une dernière page pour se résumer plusieurs messages.
et on aime bien les faire comme ça on regarde d'une année sur l'autre les résumés qu'on s'était fait avant. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? En 2023, les taux augmentaient de 1,5 points. Donc, c'était négatif. C'est pour ça qu'elle flèche est en rouge, négatif du point de vue de l'accession à la propriété. Et en 2024, donc, notre scénario, c'est une baisse de 1 à 1,5. L'offre de crédit, elle était bien orientée. En tout cas, c'était une tendance à la réouverture en 2023. Et pour le coup, 2024, complètement normalisé. C'est déjà le cas maintenant. Et sauf choc, l'offre est là. La demande de crédit, très, très abaissée en 2023 en raison d'une capacité d'emprunt qui était au plus bas. Et le point important de 2024, avec cette baisse des taux, la hausse de salaire et la matérialisation de baisse de prix, là, une resolvabilisation partielle des ménages. Et les prix, on a eu une légère baisse en 2023. On pense que 2024, on va voir une baisse plus franche, mais qui pourrait bien marquer le pas avec la baisse des taux. On a déjà. Alors, on n'a pas de chiffre précis à vous donner. J'ai une hypothèse, c'est que l'investissement dépendant de l'emprunt, pour le coup, l'effet de la hausse de taux, il est encore pire sur l'investisseur que sur la résidence principale. Et donc, il y a une partie du marché de l'investissement locatif à crédit qui, pour le coup, a énormément souffert. En revanche, une partie des achats cash, c'est pas mal des investisseurs qui, pour le coup, et en ce moment en particulier, peuvent faire des bonnes affaires, peuvent bien acheter cash. Et ceux-là, je pense ils perdurent. Alors, une estimation, non. En revanche, en agrégé un petit peu, on pense que ça sera encore mou. Et ça, par contre, ça ne va pas repartir. Ce sera plutôt pas avant 2025 que ça pourra repartir. Donc, plutôt un nombre de transactions même un peu plus bas que 2023 encore. Ouais, la baisse se poursuit. Modérément, je pense, mais la baisse se poursuit. Et peut-être une reprise sur la fin 2024. On pourrait, il faudrait faire l'analyse. Faut qu'on le fasse. C'est un petit raisonnement à poser sur papier, mais ils ne publient pas de chiffres exacts là-dessus, puisque la Banque de France, ils ont la production de crédit, ils n'ont pas les transactions, ils ne font pas le lien. Mais nous, on peut faire une estimation et la publier. Ouais. Ouais. On avait eu l'idée de le faire, on n'a pas eu le temps. Bah, merci beaucoup. De toute façon, nous, on va rester avec vous pour déjeuner. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez les jeux achats perchés qui vous sont offerts